Moi, j'ai aussi le souvenir de ces périodes-là, au moment de la mise en place de la réforme Abi. Mais je voudrais dire qu'il y a eu, avant la réforme Abi, et puis après aussi, des commissions qui se sont régulièrement réunies. Je me souviens, il y a eu la commission Lagary, il y a eu la commission Rouchette, qui travaille d'ailleurs bien avant la généralisation du collège. Mais de ces rapports, je les ai regardés encore il n'y a pas très longtemps. Il y a des questions qui étaient déjà posées par ces rapports, qui continuent de se poser aujourd'hui dans les mêmes termes. Alors, avec une évolution réelle des disciplines, pour les sciences naturelles devenues SVT, il y a évidemment une mutation énorme qui a été opérée, mais globalement, bien des questions qui étaient évoquées dans les commissions de travail de ces époques-là sont restées dans les tiroirs et on n'en a tiré aucune conséquence. Et je pense qu'aujourd'hui, on le paye. Marie-Françoise Chavannes, doyen des inspecteurs de Versailles, honoraire. J'étais inspecteur d'art plastique, donc je reconnais un certain nombre de propos qui viennent d'être évoqués. Et j'étais également professeur d'art au lycée de Sèvres international et au collège aussi international de Mantes-la-Jolie au Val-Fouré. Donc effectivement, mon expérience d'enseignante, c'est a priori de rentrer par effraction dans la culture, dans la connaissance, dans les savoirs, dans l'école, parce que l'effraction, le carambolage, je dirais le télescopage des points de vue, c'est ce que vous avez fait avec les controverses, mais elles étaient, je dirais, un peu binaires. Donc en même temps, on avait envie que vous changiez de rôle à un moment donné, ce que vous êtes en fait réellement, donc en dehors du jeu. Et l'idée pour moi, c'était que les questions qu'on pose sur le savoir méritent vraiment d'être brisées en permanence, en rupture, en cassure pour être interrogé. Et c'est ce qui se passe en classe. C'est-à-dire qu'il y a la partie boîte noire de la classe où les élèves, devant des situations inopinées, dérangeantes, non pas programmées, parce que ça c'est la sagesse de l'école qui pense qu'il faut que les choses soient parfaitement assises et qu'il faut répondre et cocher la bonne réponse. Non, l'idée c'est qu'en classe, il se passe réellement des événements de rupture, des événements de questionnement, des débats et des vrais débats, c'est-à-dire ceux qui provoquent des conflits extrêmement, je dirais, intéressants culturellement et humainement parlant. Et finalement, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'en étant en art, c'est facile puisque effectivement, notre travail consiste à travailler sur la praxis, donc sur l'expérience régulière, permanente, la prise de risque, l'audace, la singularité, enfin, je pourrais en passer, mais là, je pourrais rester des heures, donc je vais vous les épargner. Simplement, imaginez-vous vous-même en train de conduire une expérience pour lesquelles vous n'avez pas le talent, ni la mémoire, ni la culture, ni les ressources d'origine pour avoir déjà acquis ce vocabulaire, ces connaissances, ces savoirs. Il va falloir inventer une aptitude à vous saisir de ces connaissances. Et c'est ce qui se passe dans les classes quand les élèves sont aidés entre eux, quand les élèves travaillent sur une question, quand les élèves font des expériences. Alors j'en parle d'autant mieux aujourd'hui que je m'occupe du cartable connecté pour les enfants très malades qui sont donc connectés à leur classe par le petit cartable connecté. On voit des enfants hospitalisés, alités, en chambre stérile. Ce qui leur plaît, c'est pas seulement de savoir, ça n'importe quel, je dirais, le logiciel pour leur apprendre, c'est de retrouver leurs copains pour apprendre avec eux. C'est-à-dire travailler même quand ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'ils ne peuvent pas tester, apprendre par personne interposée. Et ça, l'école le permet. Donc, quand on travaille en groupe, et on voit bien les formations en îlot dans le premier degré, les élèves s'épaulent réellement. Et il faut absolument qu'on arrive à le prendre en considération. Ça permet réellement, je dirais, ces passages entre les déterminismes dans les familles, même si dans certaines écoles ce n'est pas le cas du tout, mais néanmoins c'est un atout énorme de l'école de la République et il ne faut jamais l'oublier. Merci de votre attention. Les élèves, il ne faut pas les solliciter beaucoup pour les amener sur ces terrains. Ils sont extrêmement friands de ça, ils ont plein de choses à dire sur ce qu'on leur enseigne. Simplement, on aborde très rarement la question avec eux. On a eu l'occasion de voir ça, Mariam, il n'y a pas si longtemps dans une de tes classes, et je crois que c'est tout à fait éloquent. Hein. Bonjour, Aurore de Lemotte, je suis coordinatrice de l'Université des Colibris de l'association environnementale Colibri et ancienne élève de Roger-François Gauthier au Master CIEF. Je vous remercie pour cette journée. J'avais une question et un commentaire. Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir lorsque j'entends des idées autour du fait que les savoirs ne doivent plus être définis par un exécutif et devenir un sujet de débat collectif qui inclut tout le monde et en particulier les citoyens.
Mais j'ai une petite crainte sur les conditions de ce débat. En fait, avec mon rôle aujourd'hui au sein de Colibri, je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour se donner des chances d'aboutir à quelque chose de potentiellement radicalement différent. Par exemple, des classes en plein air beaucoup plus nombreuses dans le curricula. Est-ce qu'on ne risque pas de... comment faire pour que les conditions de ces échanges et de ces débats ne conditionnent pas trop le résultat dans une forme scolaire qui est celle qu'on connaît depuis, je vais dire plusieurs siècles, mais peut-être pas tant que ça, mais voilà, qui est un peu une tradition dont on a du mal à partir de laquelle on a du mal à évoluer, à penser d'autres choses. Merci. Olivier Ray, je suis inspecteur général, mais pas de ceux qui font les programmes, si ça peut vous rassurer ou vous inquiéter, j'en sais rien. Non, c'est l'intervention précédente qui chemine, et que donc je voudrais rebondir dessus, pas du tout apporter de réponse. Mais c'est vrai qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose avec la crise climatique, le dernier rapport du GIEC, qui nous interpelle, et c'est pour ça que ça prolonge la question précédente. Je me demande dans quelle mesure on est capable, parce que nous on est dans un temps relativement fini. Bon, moi je suis inspecteur général, j'en ai pour 10-15 ans de carrière professionnelle maximum, peut-être 20 avec un peu d'optimisme de vie tout court. Je m'inscris dans les scénarios du GIEC où il va y avoir de plus en plus de tempêtes, d'inondations, de canicules, de pandémies, etc. Mais enfin, bon, je peux me glisser entre les gouttes avec un bon pouvoir d'achat, des moyens d'échapper, etc. Bon, je me dis que tout ça, c'est faisable. Les grosses, par contre, quand je regarde les autres scénarios du GIEC, dans 50 ans, à la limite, j'aimerais quasiment pas trop être là. Et là, il va peut-être falloir des révolutions très importantes, notamment dans la forme scolaire. C'est pour ça que je rebondis sur l'intervention précédente. C'est-à-dire que moi, je suis formaté avec ma culture de bon élève, traditionnelle, etc. Je suis formaté pour arriver à penser à peu près correctement l'école dans ses formes antérieures, dans ses formes actuelles. Je ne sais pas si j'ai la souplesse intellectuelle pour arriver à penser l'école qui devrait être celle des nouvelles générations. C'est une vraie interrogation dans sa forme scolaire, dans ses contenus, dans tout cela. Parce qu'il me semble, mais peut-être que je suis sous l'emprise de l'actualité, mais il me semble quand même que ce que l'on vit avec cet horizon, cette mutation climatique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est, je dirais, la stabilité même de l'humanité, même pas un bout de l'humanité, mais l'humanité tout entière qui est en question, à des horizons qui sont d'habitude ceux de l'école, c'est-à-dire ceux du long terme, mais avec des acteurs qui tous, pour des raisons tout à fait légitimes à leur niveau, acteurs politiques, décideurs de politique publique, éducateurs, chercheurs, etc., sont dans l'horizon de leur vie à eux, avec leurs intérêts, qui sont des intérêts à court ou moyen terme, avec peut-être des idées très nobles, mais une vraie difficulté à se dire quelle devra être l'école nécessaire pour le monde dans lequel on va vivre dans 50 ans, sachant qu'on est habitué, nous, d'habitude, à quand même à raisonner avec des outils qui vont beaucoup plus à court terme. Donc c'est un peu flou ce que je raconte, mais ça a été vraiment inspiré par l'intervention précédente, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fait dans le passé de colloques, de dissertations sur la forme scolaire, son dépassement, etc. Mais réellement, est-ce que je suis capable, moi, aujourd'hui, de penser une forme scolaire radicalement différente? Et ça peut peut-être nous amener au niveau du curriculum à revenir au moins sur des éléments fondamentaux. Par exemple, il y a des choses qu'on sait, c'est la démarche réflexive, la démarche scientifique, etc. On est peut-être encore capable d'essayer de formaliser ça, de savoir quelle est la différence entre une démarche scientifique et d'autres types d'informations ou de connaissances. Et peut-être que c'est là qu'il faut mettre le noyau du curriculum, sachant que tout le reste risque d'être grandement remis en cause. Parce que, voilà, je me mets à la place d'une jeune génération, il y a une question de survie qui est inscrite dans le cours même de leur existence, ce qui n'est pas mon cas, moi. Enfin, Je crois que la notion de forme scolaire a été évoquée. Hein. Je crois, de mon point de vue, parfois il y a des équivoques sur cette notion, parce qu'on peut regarder la notion de forme scolaire comme l'idée qu'on apprend à l'école d'une certaine manière, ça a été dit dans le débat, qui n'est pas celle de l'extérieur de l'école, etc. Et que cette manière d'apprendre, elle a des millénaires, avec des personnes dédiées, des lieux dédiés et des temporalités définies. Mais il y a aussi des formes scolaires qui correspondent à des tranches temporelles, je dirais, qui, par exemple, pour notre école, a été de produire des citoyens.
À mon avis, la question que pose Olivier Rey, elle aide à nous orienter vers de quel type de forme scolaire avons-nous besoin aujourd'hui, parce que je crois que c'est une forme scolaire plus universaliste, pardon, celle qui a été développée en particulier par le personnage de Denis, et Denis qui est un peu derrière aussi, qui permet de poser les questions à une échelle qui n'est plus l'échelle de la nation stricto sensu, mais qui doit englober ceci. Et de ce point de vue-là, je crois que nous n'y sommes pas, et qu'en effet, il y a une urgence à redéfinir de ce point de vue-là. Juste une question, peut-être une petite remarque qui rebondit sur ce que vient de dire Philippe, sur les rapports entre pédagogie et savoir. Je crois qu'en effet, comme l'a dit notre collègue concernant le travail en îlot et de la dynamique de groupe des élèves, il y a, je crois, un intérêt tout à fait important à connecter en permanence la manière d'organiser la classe et la pédagogie, et aussi les contenus de savoir qui sont. Nous voyons aujourd'hui, à titre de recherche, beaucoup de moments dans lesquels l'activité des élèves est requise et apparemment assurée, parce que la difficulté pour les enseignants dans une école qui a perdu beaucoup de son sens pour les élèves, c'est de faire en sorte que les élèves soient visiblement actifs. Malheureusement, la recherche a un point de vue parfois un peu pessimiste derrière, qui est que l'activité manifeste ne signifie pas toujours une activité intellectuelle et impliquée d'un point de vue cognitif. Voilà, donc je signale d'un point de vue un peu maniaque cette aspérité, parce que je crois qu'il faut, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi je suis ici avec vous, je crois que cette question des savoirs, elle est tout à fait à mettre au cœur des choses. C'est évidemment dans notre slogan, et que la question de l'activité apparente des élèves peut être une réponse affaiblie à la question de la perte de sens. Donc, voilà, je crois que nous militons pour un sens qui soit à la fois de l'implication apparente, mais aussi de la façon dont les personnes sont interrogées à l'intérieur d'elles-mêmes et vont réaménager leurs catégories pour être vers des approches plus critiques et plus rationnelles des faits qu'elles ont à connaître. Roger François, avant Denis. Oui, un mot qui embraye à mon tour sur les deux dernières interventions. Bon, il est bien certain que nous faisons, vous l'avez compris, ce pari qu'on essaie de justifier, de l'intérêt d'aborder les questions éducatives par les contenus d'enseignement. Mais de toute façon, qu'on aborde par là ou autrement, il y a bien un moment où on arrive à se poser la question du changement, hein, qui était celle que vous posiez. Et là, alors, je ne sais pas, Patrick, si tu serais d'accord pour que j'étende le concept de forme scolaire jusqu'à le fait que dans ce pays, la forme scolaire bien enracinée, c'est une forme terriblement centralisée, où le changement, des gens s'imaginent pouvoir faire de la réforme, c'est-à-dire décider d'en haut, dans les moindres détails, des choses qu'après, on va... enfin, c'est le fonctionnement même de l'éducation dans un pays centralisé comme le nôtre. Alors, moi, je crois que sur les questions que nous évoquons là, et c'est bien ce qui était amené, hein, je crois que rien ne pourra venir. C'est pour ça qu'on est quand même très... Enfin, ce que tu disais dans ton intervention, Patrick, tout à l'heure, on est plus intéressé par un long terme que par un court terme où pas grand-chose peut se passer. Hein. On considère que vraiment, si sur ces choses-là, on veut arriver à des changements, c'est pas top-down que ça se fera. Hein. C'est avec un immense travail préalable, je dirais pas même avec les enseignants, hein. Je parle des citoyens, des élèves, etc. Et que c'est par là que les choses devraient arriver si on veut éviter qu'une certaine forme scolaropolitique en France, une fois encore, rende le changement impossible. Denis, avant de prendre une autre question. Oui, moi aussi, je réagis aussi par rapport aux deux dernières interventions. Enfin, je trouve que c'est très bien ce que disait la collègue inspectrice d'art plastique, là, de prendre les questions de contenu en entrant dans la classe. Parce qu'effectivement, ça nous change d'une échelle descendante. Et donc, entrer dans la classe pour entrer dans les contenus, je trouve que c'est vraiment une démarche tout à fait essentielle. Et beaucoup de ce que nous appelons tous les programmes scolaires négligent d'entrer dans la classe et veulent imposer des stratégies qui sont parfois incompatibles avec la forme scolaire. Mais réfléchissons sur cette forme scolaire. C'est vrai que la forme scolaire, elle peut se révéler à la fois plus riche qu'on ne le croit, parce que ce qui se passe dans la classe est souvent très éloigné de ce qui est prescrit. Et après tout, tant mieux, souvent, tant mieux. Pas toujours, mais souvent.
Mais en même temps, la classe, elle subit des contraintes énormes. Et donc, c'est dans le métier d'enseignant, je crois qu'il y a ce poids, cette envie de faire fonctionner une classe qui se préoccupe des problèmes du monde au sens le plus noble du terme, et en même temps ce regret permanent de constater que la classe, à cause de toutes ces contraintes, ne permet pas de le faire pleinement. Et quand je parle de contraintes, c'est à la fois des contraintes de l'État qui gouverne et qui veut maintenant gouverner même ce qui se passe dans la classe, dans le moindre détail. Enfin, ce qui se passe à l'école primaire sur les manuels d'apprentissage de la lecture, où on donne quasiment heure par heure ou jour par jour la démarche de l'enseignant, c'est un appauvrissement intellectuel de l'enseignant qui est terrible, terrible, et qui est sans doute une raison peu évoquée dans les médias, mais sans doute une raison importante du fait que de jeunes enseignants finissent par abandonner le métier parce qu'ils n'y trouvent plus quelque chose qui relève de leur éthique du métier. Mais pour aller un peu plus loin, je pense que cette gouvernance tatillonne de la classe va avec une gouvernance tatillonne des contenus prescrits. Ça va ensemble. Mais les contraintes sont telles, notamment les contraintes d'emploi du temps, les contraintes d'emploi du temps qui ne relèvent que de la direction d'un établissement scolaire. Il n'y a jamais de débat dans les instances d'un établissement, le conseil d'administration ou le conseil pédagogique, sur l'organisation même des emplois du temps. Après, c'est des compromis à n'en plus finir où les proviseurs ou les principaux s'arrachent les cheveux sur des choses impossibles à mettre en place, mais ça donne des résultats absolument catastrophiques pour la conduite même de la classe. Quand un élève de lycée peut avoir 8 heures de cours dans une journée non-stop, avec à peine une demi-heure pour manger, en général un sandwich sur le trottoir à la sortie je vous en parle d'expérience, parce que c'est le cas de mon fils actuellement. Donc je sais comment ça se passe. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Hein. Les déséquilibres de la journée scolaire, les séquences de 55 minutes qui peuvent se dérouler toute la journée sur des disciplines différentes, mais même des adultes instruits, éduqués, tout ce que vous voulez, ne supporteraient pas ces rythmes. Donc ces contraintes sont terribles, elles ne font jamais l'objet de débat, et en plus, elles viennent enrayer le métier d'enseignant au sens où le métier d'enseignant aurait besoin qu'on lui développe ses ressources pour retrouver de la créativité pédagogique. Je ne veux pas utiliser le terme liberté pédagogique, je n'ai jamais beaucoup cru à ce terme-là, mais de la créativité pédagogique. Mais la faiblesse des ressources est un signe, surtout quand on ne forme pas les enseignants, ce qui va arriver sans doute pas mal dans les années qui viennent, si j'ai bien compris. Mais même ceux qui sont bien formés, ils sont à la recherche d'une évolution de leurs ressources pour remplir mieux les missions de l'école. Et il me semble que les questions que posait Olivier tout à l'heure, on ne peut les traiter au niveau d'une classe qu'avec des enseignants qui ont une démarche réflexive immense, qui puissent avoir le temps et l'esprit collectif de travailler à des formes nouvelles qui romprait peut-être un peu, peut-être pas totalement, avec ces formes traditionnelles qui existent effectivement depuis des centaines d'années. Mariam, alors la dernière intervenante. Oui, je vais être très brève. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'école sans élèves, en fait. Et on parlait d'envisager le système par le top-down. Je pense qu'une entrée par les élèves peut être très intéressante. On a fait l'expérience avec Roger François il y a quelques années avec mes élèves en classe où ils étaient amenés à réfléchir sur les savoirs scolaires et ce qu'ils apprenaient. Et c'était très intéressant de savoir qu'ils avaient aussi des choses à dire sur les savoirs qu'ils apprenaient, ce qu'ils trouvaient intéressant, ce qu'ils trouvaient moins intéressant, même si nous, on continue à les trouver intéressants quelques-uns.
Vous parliez de changement climatique. Je pense que les élèves ont beaucoup de choses à dire et ont montré leur engagement depuis quelques années. Interroger les élèves sur les savoirs scolaires et sur la forme scolaire peut être très intéressant. Je rebondis également sur ce que disait la collègue en art plastique, parce que je suis moi-même prof d'art appliqué. Ce qui se passe dans une classe en art appliqué, en art plastique, ne se passe pas ailleurs. Et la place de ces enseignements-là dans le système éducatif mériterait d'avoir un peu plus d'importance, parce que on arrive à faire des choses avec les élèves et à leur faire dire des choses, et on a le temps. On a le temps aussi de le faire. Donc, je pense qu'il y a une entrée par les arts, il y a une entrée par les élèves qui mériterait d'être un peu plus accentuée. Bonjour et merci à tous pour cette matinée très, très riche. Je m'appelle Faustine Gauthier et je me présenterai comme ayant passé mon bac il y a 15 ans, ayant fait 6 ans d'études supérieures, dont une année d'Erasmus, et travaillant depuis 8 ans dans une entreprise. Et ça m'a interpellée ce qu'a dit Madame en art plastique et sur le cartable connecté, où elle donnait une vision idéalisée pour moi de la classe, chose que je n'ai vraiment pas vécue dans mes années d'éducation. Alors certes, c'était il y a 15 ans, mais moi j'ai l'image de classes bien rangées, assis en rang 2 par 2, effectivement d'enchaînement de cours de 55 minutes sans pause, d'emploi du temps très chargé. Donc absolument pas de place à la collaboration dont vous parliez, à l'expérience dont vous parliez, au plaisir de dialoguer, de travailler en groupe, de réfléchir, de se questionner sur les savoirs ou l'art qui était apporté. Donc je crois qu'effectivement, ce que vous, sur scène, vous mettez en avant, c'est qu'on pourrait viser plus ça, mais aussi au-delà de l'art qui, effectivement, est tout à fait propice à cette expérience, cette expérimentation. Et il me semble que vous le disiez aussi, avec le Covid, avec le cartable connecté, ou en tout cas l'école à la maison, qui a été forcée par la pandémie, on s'est rendu compte de l'importance, effectivement, des multiplicités de façons d'accéder au savoir, et de l'importance, pas tant on ne peut pas connaître toute l'exhaustivité des savoirs, mais plutôt de savoir apprendre. Et de savoir apprendre, d'avoir ce regard critique, d'avoir des compétences transverses qui sont utiles dans le monde du travail. Ça aussi, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout entendu parler ce matin. L'école, elle sert bien sûr à être citoyen, et c'est fondamental. Elle sert à être citoyen de France, mais citoyen d'Europe et citoyen du monde. Mais elle sert aussi à apporter des compétences pour travailler. Et bon, pour l'instant, il faut toujours travailler pour gagner sa vie et vivre. Et on se rend compte, en entreprise, que finalement, l'important, c'est pas les études de droit que j'ai fait pendant 5 années, c'est plutôt ma capacité à analyser, synthétiser, organiser des réunions, animer des collectifs pour réfléchir à une problématique. Et chose que l'école, dès les plus jeunes âges, primaires, secondaires, peuvent apprendre. Et c'est effectivement autour de formes plus collaboratives et plus réflexives en classe ou hors de classe. Quelqu'un parlait qu'on pourrait l'aborder. Et donc, oui, je pense qu'il y a vraiment l'idée les élèves, c'est effectivement, je pense, la clé de tout ça, et l'idée de leur donner le plaisir d'apprendre et de comprendre. C'est finalement, moi, il me semble, une des finalités importantes de l'école. Pascal Bouchard, je suis... à la fois, je suis journaliste, écrivain. Je me souviens quelquefois. D'accord. Je me souviens quelquefois que j'ai été enseignant dans une vie antérieure. Je voudrais faire 4, mais très rapides suggestions. D'une part, on parle des programmes, des savoirs que l'école est censée donner, distribuer. Je suis frappé par le discours actuel de Jean-Michel Blanquer sur l'élévation du niveau qu'il demande, mais c'est l'élévation du niveau d'exigence, pas du niveau réel. Quand je regarde les sujets du bac chaque année, je m'aperçois que je ne sais pas les lire. Et que simplement savoir lire les sujets du bac, c'est déjà une énorme compétence. Donc on a cette espèce de divorce entre ce qui est demandé officiellement et ce qui est demandé réellement. Déjà, même sans opposer programme et curricula, on peut déjà voir à l'intérieur du programme la demande réelle et la demande officielle.
Deuxième point, il a été évoqué la perte de sens. Je suis frappé par les efforts actuels pour faire rentrer la méthode syllabique à l'école et la caricature extraordinaire de la méthode d'agir pour l'école, qui a heureusement échoué et dont on ne parle plus, mais qui amenait les enfants pendant 18 mois, toute leur grande section de maternelle et la première partie du cours préparatoire, à ne réfléchir que sur des pseudo-mots. Liru, Ruli, Lara, non, Lara c'est un vrai prénom, mais uniquement des choses qui n'avaient aucun sens, comme si les enfants spontanément avaient tous envie d'apprendre à lire et étaient tous soucieux de faire plaisir au maître ou à la maîtresse. Donc c'est impensé sur le fait que les enfants n'ont pas forcément envie d'apprendre et pas forcément envie de se plier à la règle. Le troisième point que j'avais envie d'évoquer, c'est la différence entre cette espèce de contradiction permanente qui a été soulevée plusieurs fois indirectement là, par les différentes interventions, la double mission de l'école entre le développement individuel de chacun, l'épanouissement individuel et la réussite individuelle, et puis le développement de la citoyenneté, de la collaboration, des apprentissages horizontaux, et le fait que ça ne soit pas tranché. Ce qui m'amène au quatrième point que je voulais évoquer. Si j'étais ministre demain, quelque amitié que j'ai pour vous tous, je ne vous demanderai à aucun d'être mon conseiller officiel. Que vous veniez le soir, en visiteur du soir, pour me dire « bon, là, tu déconnes, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. » Avec plaisir, mais surtout pas officiellement, parce que vous mettriez le feu au pays. Vous posez des questions, mais peut-être que ces questions n'ont pas vocation à être résolues. Peut-être que les questions qui étaient posées avant même la réforme Abi ne sont toujours pas résolues parce qu'elles n'ont pas vocation à l'être. Est-ce que l'école n'est pas justement le lieu des contradictions de la société? Le lieu où l'on trouve à la fois la demande de mérite, voire de reproduction des élites, et la demande d'égalité, de développement de tous, etc. Ces contradictions, elles sont au cœur de la société, elles doivent être au cœur de l'école. Et c'est normal que ces questions restent posées. Enfin, c'est du moins la question que je me pose, moi. Oui, bonjour, je suis proviseure adjointe d'un lycée dans les Deux-Sèvres, donc en province. Et je voulais donner une petite note d'optimisme quand même à... Alors, je crois que c'est Denis qui disait que les emplois du temps étaient blindés, etc., etc. Il y a aussi moyen de trouver des espaces, et des espaces pour faire de la culture et pour donner du temps aux enseignants. Et nous avons des enseignants qui sont volontaires. Donc moi, tout à l'heure, au départ, je voulais intervenir là-dessus en disant peut-être que le changement, il va quand même venir non pas effectivement du top, mais bien du down, et qu'il y a des enseignants qui ont envie de faire changer les choses. Forme scolaire ou contenu scolaire, les deux, en tout cas, moi j'ai une équipe cette année qui fait un peu les deux à la fois, puisqu'ils montent un projet de classe de seconde dans laquelle ils réfléchissent sur les compétences qu'ils vont évaluer, donc les savoirs qu'ils vont enseigner, tout en faisant des projets culturels. Donc il y a 3 troupes de théâtre qui vont venir, enfin théâtre, improvisation, cirque, qui vont venir au cours de l'année et partager des temps avec les élèves qui vont produire. Donc voilà, il y a déjà pour moi, c'est très important de prendre en compte, oui, les élèves, mais les élèves et leurs enseignants. Et il y a des équipes qui sont très volontaires pour faire évoluer les choses. Et comme ça a été dit, on ne respecte pas toujours la forme scolaire imposée par le top, et ça, c'est vrai. Donc, je suis un peu optimiste pour cela. Et j'avais une autre... en fait, au départ, je voulais prendre la parole pour savoir si, dans les débats universitaires, la notion d'exigence était interrogée. Et dans quel cadre? Parce qu'elle a été évoquée un petit peu dans une des controverses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, enfin en tout cas c'est un mot qui ressort beaucoup en ce moment, où on travaille sur l'évaluation et sur l'évaluation en contrôle continu. Et il y a un certain nombre d'enseignants qui nous disent mais il ne faut pas baisser les exigences. Et donc les notes de 6 ou 4 ou 5 que l'on donne, oui, mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a des exigences. Est-ce que cette notion est interrogée? Et si elle l'est, voilà, je suis preneuse d'éléments de réflexion.
Donc, moi, je suis enseignant de mathématiques à Gonel-le-Pay, en Bretagne. Je suis aussi responsable d'un syndicat majoritaire, le SNES-FSU, dans le second degré. D'abord pour vous remercier de cette journée, de la forme que vous avez choisie. C'est une approche tout à fait décoiffante pour aborder des thématiques qui nous sont chères. Vous dire combien les enseignants se retrouvent dans les problématiques qui ont été posées ce matin et que leurs représentants, les organisations syndicales et la nôtre tout particulièrement, se retrouvent dans les priorités que vous vous donnez et que nous serons à vos côtés pour relever ces défis qui sont essentiels pour la réussite de nos jeunes, de tous nos jeunes. Je vais y revenir. Il nous semble important en tout cas d'articuler ces dimensions liées au contenu disciplinaire, aux savoirs qui sont enseignés, à d'autres paramètres qui viennent tout de même percuter le quotidien de nos enseignants pour faire que les collègues, les enseignants puissent, avec l'ensemble des personnels, mais en tout cas que les personnels se retrouvent dans la démarche qui sera la vôtre, qui sera la nôtre, pour tenir compte de toutes les réalités. Denis en a parlé à l'instant, c'est bien les questions liées au climat scolaire. Pour pouvoir bien travailler avec les élèves, il faut que les élèves soient bien dans leur classe, à savoir être dans des conditions de travail où ils sont en effectif les plus réduits possibles, avec des demi-groupes. En tout cas, la surpopulation scolaire que nous connaissons actuellement dans le second degré ne permet pas d'avoir un climat scolaire qui soit toujours le meilleur pour les apprentissages. La question aussi de la ségrégation sociale, ségrégation scolaire, des inégalités sociales sont particulièrement prégnantes dans le travail au quotidien des personnels qui luttent pour faire que ces inégalités sociales soient impérativement travaillées au sein de l'école pour pouvoir les résorber. Et ce n'est pas toujours simple avec un système qui ne permet pas de le faire avec des moyens qui sont bien à la baisse depuis ces dernières années. Je voulais surtout intervenir sur une dimension essentielle à prendre en compte, c'est la question du temps. Madame qui vient d'intervenir juste avant moi en a parlé, c'est la question du temps d'apprendre. Si nous nous opposons pour notre organisation syndicale à des dispositifs qui externalisent finalement la prise en charge de nos élèves avec devoirs faits, c'est bien parce qu'il faut travailler dans la classe l'ensemble des savoirs et donner du temps pour que les enseignants puissent avec leurs élèves travailler toute la dimension des apprentissages, et notamment la question de la créativité. Ça a été dit à plusieurs reprises, il y a l'acquisition évidemment d'un savoir, mais il y a aussi la façon dont les jeunes vont se l'approprier et comment ils vont pouvoir le réinventer. Et ça, c'est une mission que l'école doit affirmer clairement pour que notre jeunesse prenne un pas dans cette société et en tant qu'adultes, futurs adultes, puissent y jouer tout leur rôle d'actrice et d'acteur. C'est un élément important que cette créativité soit placée au cœur des apprentissages. Je voulais aussi faire le lien avec ce qui se joue sur le lycée, où finalement le lycée n'a plus le temps d'être un lycée, puisqu'on est déjà sur de l'enseignement supérieur, pratiquement dès la classe de seconde, où on demande à nos jeunes, qui sont jeunes, de faire des choix qui vont les engager de manière durable, sur des voies qui finalement leur éviteront de réfléchir à d'autres possibilités et vont même, pour certains d'entre eux, les enfermer et leur interdire tout droit à l'erreur. C'est tout de même quelque chose que nous dénonçons, avec une accélération du temps scolaire et finalement une spécialisation des enseignements dès la classe de première qui ne va pas dans l'idée d'une culture commune large que nous défendons, qui permettent aux jeunes de découvrir des savoirs au lycée et des savoirs qui seront enseignés dans le post-bac et à l'université tout particulièrement. Donc la question du temps scolaire, du temps d'apprentissage, elle est posée et notre organisation syndicale dans le débat pour la présidentielle souhaite aussi avancer sur la question de la scolarité obligatoire portée à 18 ans pour que tous les jeunes, ensemble, dans une même génération, aient le droit d'être à l'école, de se former. Et nous aurons un colloque les 14 et 15 janvier prochains sur la scolarité obligatoire portée à 18 ans avec le GRDS et une autre organisation syndicale, la CGT, et j'espère que nous pourrons de nouveau vous y retrouver. Merci. Merci. Sur les questions qui ont été évoquées, qui veut prendre la parole? Roger François? Bien, mais il y en a eu beaucoup. Et puis, si tu permets, Philippe, les questions qui ont été évoquées, mais aussi ce que j'ai ressenti là. Je crois que, enfin, j'ai ressenti très fortement plusieurs interventions de votre part nous disant ne désespérez pas, et nous disant il y a les élèves, il y a les enseignants, il y a ce qui se passe dans la classe. Je crois que ça, il faut qu'on l'entende très fort. Après, il y a eu cette idée, mais et la forme scolaire là-dedans? Ça, je crois,
c'est un point très important sur lequel il faut qu'on travaille, hein, ce qu'on met là-dessous, jusqu'où on peut aller. Mais l'intervention, la dernière intervention, par exemple, à propos de la forme scolaire, la personne qui parlait interrogeait le temps. Hein. Alors, typiquement, voilà bien un objet de la forme scolaire, le temps, l'année scolaire. Un objet antique et solennel. Peut-il être construit autrement que ce qu'il est en France, aujourd'hui? Alors, moi je dirais presque, je répondrais à mon auto-question, si je peux dire, presque en renvoyant à ce que disait Pascal Bouchard. Est-ce que l'école, ça doit rester, avec la Sainte Trinité, un divin mystère dans lequel qu'on constate en tant que mystère et à propos duquel il n'y a rien à faire, pratiquement? Moi, je le crois pas. Je le crois pas d'abord parce que, un petit peu des formations professionnelles, parce que je regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Et je vois qu'il y a quand même des cas de blocage dans ce pays qui n'existent pas sous cette forme ailleurs. Sur l'année scolaire, le temps de l'année scolaire, par exemple, est-ce que cette année scolaire à la française, hein, qui se clôt dans le secondaire par un conseil de classe de fin de 3e trimestre, et vraiment les ardoises sont remises à zéro, on tourne totalement la page. Ce que les élèves ont eu pendant l'année qui s'achève en termes d'acquis ou en termes de lacunes, une fois qu'on est passé de l'autre côté, on s'en fiche. Alors vous me direz que j'aborde là une question bien pointue. Non, mais c'est pour vous, simplement vous dire que l'année scolaire terminée, on prend la suivante et puis on regarde plus ce qui se passe après, il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça. Aller au cœur de l'été dans des collèges et des lycées italiens, vous verrez de manière étonnante des personnels enseignants et des élèves qui sont là parce que l'année scolaire n'est pas finie. Ils savent que pour commencer la prochaine année, ils ont changé de classe, ils ont à rattraper des choses. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas bien comprises en géographie ou en sciences physiques. Et donc, ils viennent... Voilà, c'était un tout petit exemple pour montrer qu'une forme comme la forme de l'année scolaire dans le temps scolaire, c'est quelque chose qui peut être construit de différentes façons. Et c'est dommage de se laisser emprisonner par une manière aussi schématique de le concevoir. Michel, tu voulais prendre la parole? Vous m'entendez? Oui, ça marche. Eh bien, moi, je voudrais ouvrir grand les portes parce que j'ai entendu beaucoup de questions et de réponses extrêmement argumentées, extrêmement techniques, extrêmement intéressantes, mais je n'ai pas entendu parler des familles, je n'ai pas entendu parler de la société civile, je n'ai pas entendu parler des entreprises, des associations, et je voudrais que tout ce monde-là se sente concerné. Notre objectif est effectivement de faire bouger, de transformer, de bouleverser l'école. On aura sans doute beaucoup de mal à y arriver. On n'est pas dans le court terme, mais on doit commencer face à une urgence à 50 ans ou à 30 ans, mais qui est d'une brûlante actualité, que ce soit le climat ou la pandémie. Ce sont des choses qui vont s'accélérer, se renouveler. Et je pense que nos objectifs seront atteints lorsqu'une famille choisira l'école de la culture plutôt que l'école de la fracture, en sachant que ces enfants deviendront des citoyens éclairés et trouveront une activité qui leur va bien et où ils seront épanouis. Ça fait un petit peu bisounours, je suis désolée, mais on n'y arrivera pas si on reste entre nous.